Le zinc, donc, il est l'élément le plus important de l'organisme après le fer, principalement concentré à l'intérieur des cellules. Il est impliqué dans de nombreuses fonctions métaboliques, en particulier comme cofacteur enzymatique et dans 700 facteurs de transcription. Le zinc est aussi un composant de plusieurs hormones et récepteurs. Il est nécessaire pour la croissance cellulaire, la cicatrisation et la réparation de l'ADN. Le zinc se trouve généralement dans les produits d'origine animale et végétale, mais il est en concentration plus importante dans des produits d'origine animale tels que la viande, le fromage, les abats et les fruits de mer, etc. Diapo suivante. Le zinc donc joue un rôle important dans des différents processus. Pardon. Euh, à Oui. quelle la présentation, mec? Hmm. Là, ça c'est notre présentation. Pour Nirma, elle n'a pas rejoint la réunion. Pas encore. Elle a des problèmes de connexion. Justement, parce que c'est elle qui normalement. C'est elle qui va Oui, commencer. C'est- elle va entrer dans un moment. Ah, donc c'est l'exposé 3. Non, c'est اللي بعت لك الصباح في لا. Pardon. Je dirais. C'est bon, donc, c'est bon, donc, on partage. Pardon. Mademoiselle, vous avez 5 minutes pour finir votre partie. Merci. D'accord. Ah, c'est ça. La deuxième diapo. Le zinc donc joue un rôle important dans différents processus métaboliques, mais il a aussi un rôle prépondérant dans les défenses naturelles de l'organisme, depuis le maintien de barrières cutanées jusqu'à l'activité des cellules de l'immunité. En fait, le zinc intervient dans la fonction de la thymoline, qui est une hormone qui stimule le développement des lymphocytes dans le thymus et leur maturation. Le zinc module non seulement l'immunité à médiation cellulaire, mais il est aussi un agent antioxydant et anti-inflammatoire. Par ailleurs, plusieurs études ont démontré les propriétés antivirales du zinc contre les virus différents dont l'un est le SARS-CoV-2, où c'était montré que la combinaison du zinc et la chloroquine, qui est un ionophore du zinc, un ionophore signifie qu'il est capable de transporter le zinc depuis l'extérieur de la cellule vers l'intérieur. Cette association a permis de bloquer la réplication virale de SARS-CoV-2 par inhibition de l'enzyme ARN polymérase virale et par diminution de l'activité de l'inverse transcriptase virale et des interactions entre le récepteur ACE2 et le SARS-CoV-2. Diapo suivante. Donc, on peut dire que le rôle du zinc dans la réponse antivirale peut ainsi être résumé en deux modes d'action. D'une part, par l'amélioration de la réponse immunitaire par activation des lymphocytes et d'autre part, par l'inhibition de la réplication virale et de la multiplication des virus dans l'organisme. Enfin, le schéma suivant récapitule les effets immunomodulateurs et antivirales du zinc, où l'amélioration de la réponse immunitaire par le zinc augmente la résistance de l'hôte et la diminution de l'attachement aux muqueuses et la réplication virale réduit la charge virale, et tous ces effets induisent à un seul résultat qui est la réduction de l'infection virale. Merci. Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 3. Merci.
Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, on attend le partage. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous Bonjour. accepter Lina Meravet? Je n'ai pas encore reçu d'invitation, j'attends. D'accord, merci, monsieur. Pas de quoi. Pardon, monsieur. Oui, Monsieur Lachi, اللي كانت مريضة la semaine passée dans l'exposé 1. oui. تعبت la partie تاعها, je pense. Oui, mais celle qui a parlé, c'est pas elle-même. Non, non, c'est Celle-là, elle a un problème de connexion. oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'était qui? Dernièrement, je vais l'exposer un. Ça va? Pas de problème, c'est pas de Covid. Non, c'est pas le Covid, c'est l'effet de Covid. Hein, d'accord, mais vous avez prévu votre partie pour répéter, pour reprendre. Oui, Alors, je vous donne encore 3, 4 minutes rapidement et on enchaîne l'exposé numéro 3. Merci. d'accord, d'accord. La, dernière la dernière fois, mes camarades vont bien expliquer les différentes Vous n'avez parties pas de de temps. partage. Si, C'est ça? C'est moi? Non, madame. Monsieur, c'est pas ça. Ah. voilà. Je peux commencer, monsieur. Allez-y. Alors, la dernière fois, mes camarades vont bien expliquer les différentes parties de ce thème, la relation entre COVID-19 et diabète, les mécanismes et la biothérapie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur le risque de le COVID chez les personnes vivant avec le diabète. Et dans cela, on doit répondre à deux questions. Est-ce que le risque d'infection augmente chez les patients diabétiques et les personnes vivant avec le diabète considérées à risque? Qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs études et méta-analyses ont été réalisées jusqu'à présent pour étudier la relation et répondre à ces questions. Parmi eux, une méta-analyse de 33 études portant sur un total de 5003 patients, dont 30 études en Chine et 2 en États-Unis et en France. A été signalé que la prévalence du diabète chez les patients infectés par le COVID-19 n'était pas plus élevée que dans la population générale. Et la première plus grande série de cas consécutifs des États-Unis américains sur 5700 patients atteints de Covid en New York. Le diabète sucré était la troisième comorbidité de la cohorte. La troisième comorbidité la plus courante avec 33,8%. D'après l'hypertension de 56,6% et l'obésité.
Et dans des études précédentes avec d'autres agents pathologiques, le risque accru d'infection chez les patients diabétiques semblait également être présent principalement dans des infections bactériennes et non dans des infections virales, telles que le Covid. Et dans cela, et d'après toutes ces études et statistiques, on peut conclure qu'il y a pour l'instant aucune preuve que le risque de COVID-19 est plus élevé chez les patients diabétiques. Donc, on sait aujourd'hui de façon certaine que le fait de vivre avec un diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, n'augmente rien le risque de contracter de COVID. En effet, la prévalence de diabète chez les patients de COVID-19 positifs non hospitalisés est comparable à celle de la population générale. Passons maintenant aux deuxième question. Au risque d'évolution sévère de COVID-19. Dans la pandémie actuelle de SARS-CoV-19, plusieurs études et méta-analyses ont été étudiées l'impact du diabète sur la gravité de COVID-19. Une étude de cohorte rétrospective sur 178 patients diabétiques hospitalisés avec le COVID-19 en États-Unis a révélé que le risque accru d'environ les personnes diabétiques avant un risque de 59% plus élevé d'admission en soins d'intensif et ce risque accru d'environ 97% de ventilation mécanique est un risque de décès multiple par 2 après ajustement pour l'âge et le sexe et l'origine ethnique. D'après toutes ces études et statistiques et méta-analyses, on a conclu que les personnes diabétiques sont connues par la présence accrue d'infections dans des infections virales, qu'il s'agit de COVID-19 ou de la grippe, peuvent être difficiles à traiter. Mais le diabète seul ne fera pas nécessairement en sorte qu'une personne va développer les symptômes sévères. Ce risque augmente par certains facteurs de risque, tels que les personnes âgées, les personnes souffrant des problèmes de la santé, exemple, l'hypertension, problèmes au poumon ou de foie. Les personnes ont des complications liées au diabète, exemple, problèmes rénaux ou cardiaques. Ce développement des symptômes sévères apparaissant en raison de l'augmentation de glycémie à cause de la sécrétion des hormones de stress ou la diminution de l'activité physique habituelle. Voilà. Je vous remercie. Passons à l'exposé 3, merci. Alors, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. On va vous présenter Bonjour. l'exposé. Mettez en diapositive, comme ça je note d'abord les noms des exposants, après vous aurez la parole. Merci. D'accord.
vous plaît, dictez-moi les noms. Alors, c'est Achour, Chourouk, Mirabet Lina, Natesh Radia et بنزية دائما. Benziada Imen. Et aussi, معبد عادلة. et Mabed Adila. Merci, vous avez la parole. Alors, on va vous présenter aujourd'hui l'exposé sous le thème du nom de l'impact du profil nutritionnel sur la réponse immunitaire et l'évolution de l'infection COVID-19. Alors, depuis 2019, le monde a connu une maladie à coronavirus. Mettez en diapositive, s'il vous plaît, c'est très petit. Mettez diaporama. Monsieur, je vous lis le plan du coup. Oui, mais mettez en diaporama. Là, il n'est pas en diaporama, c'est très petit. Mettez en diaporama. Adela, s'il te plaît, tu peux le faire. C'est bon, Alors, merci, allez-y. on aura l'introduction, on aura les mécanismes de la réponse inflammatoire non contrôlée et de la tempête de cytokines pendant la progression de la maladie. Adela, s'il te plaît, écoute le plan. Les maladies non transmissibles du COVID-19, potentiel immunomodulateur et anti-inflammatoire pour maintenir un état nutritionnel sain, régime alimentaire, diète méditerranéenne, aliments, groupe d'aliments et nutriments individuels, fruits et légumes, poissons et huile de poisson, vitamines A, B et E, zinc, le cuivre et les fibres, conseils diététiques généraux pendant la pandémie de COVID-19 et la conclusion au final. Alors, on commence. Depuis 2019, le monde a connu une maladie à coronavirus sous le nom de COVID-19, qui est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez, quand une personne infectée tousse ou éternue. Il y a eu des thérapies anti-inflammatoires qui sont à l'étude et sont destinées à atténuer justement la réponse inflammatoire dans les infections graves dues au COVID-19. Il faut donc décrire les considérations diététiques impliquées dans la fonction immunitaire, de reconnaître et de comprendre les mécanismes pathologiques de la COVID-19. Et il est important aussi de déterminer les interventions prophylactiques pour prévenir ou réduire l'incidence de cette infection. La réponse inflammatoire joue un rôle crucial dans les manifestations cliniques du COVID-19. Ainsi, l'infection par le SARS-CoV-2 peut provoquer des changements pathologiques, une infiltration et une hyperplasie. Dans les cas graves, les complications les plus courantes sont le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Cependant, il a été postulé qu'un état nutritionnel sain peut soutenir la fonction immunitaire et prévenir l'apparition d'une infection grave, ce qui soulève la question de savoir si le maintien d'un état nutritionnel sain peut actuellement justifier le fait qu'on aura des préventions pour l'infection du Covid. Voilà. Tu peux commencer, Choulouk. Donc, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. On va entamer les mécanismes de la réponse inflammatoire non contrôlée et la tempête de cytokines pendant la progression de la maladie. Donc, premièrement, la première étape de l'entrée virale de la cellule hôte est la liaison de la protéine de la protéine de pointe trimérique virale du SARS-CoV-2 au récepteur humain de l'enzyme de conversion l'angiotensine 2, c'est-à-dire ACE2, qui est similaire au mécanisme d'infection du SARS-CoV-2. En deuxième lieu, on a, lorsque le SARS-CoV-2 infecte les voies respiratoires, il peut provoquer soit des infections respiratoires légères ou un syndrome respiratoire aigu, c'est-à-dire sévère, avec des réponses inflammatoires conséquentes.
Au cours de, Au cours de l'infection par COVID-19, le virus infecte les cellules présentatrices d'antigènes, les macrophages et les cellules dendritiques, qui va présenter les antigènes du SARS-CoV-2 aux cellules T, entraînant l'activation, la différenciation et une énorme libération subséquente de cytokines. C'est-à-dire il y aura un excès de cytokines. Par la suite, il y aura l'activation des voies de facteurs de transcription, les NF-κB, les IRF3 et les MAP kinases, qui induisent l'expression de facteurs inflammatoires. Par exemple, la liaison du SARS-CoV-2 au TLR va provoquer la libération d'interleukine pro-inflammatoire 1-bêta, suivie de l'activation de l'inflammasome et de la production de l'interleukine 1-bêta mature active, ce dernier qui est un médiateur de l'inflammation pulmonaire, fièvre et fibrose. En dernier, on a l'activation des mastocytes qui sont présents dans la sous-muqueuse des voies respiratoires, dans la cavité nasale, qui représentent une barrière de protection contre les micro-organismes. Ils peuvent être activés par les virus. Donc, suite à l'activation des mastocytes, libèrent les molécules inflammatoires précoces telles que l'histamine et les protéases, tandis que l'activation tardive déclenche la production de membres de famille d'interleukines un pro-inflammatoire, notamment l'interleukine 1, 6 et 33. La diapo suivante, s'il te plaît, Adila. Donc, on doit noter que ces processus conduisent à l'activation et à la différenciation des cellules T, y compris la production de cytokines de divers sous-ensembles de cellules T, suivie d'une libération massive de cytokines impliquées dans l'amplification de la réponse immunitaire. Donc, on a les cellules T du système immunitaire adaptatif jouent un rôle antiviral important en équilibrant la bataille contre les pathogènes et le risque d'une inflammation écrasante ou de développement auto-immune. Donc, on a dans ce schéma les lymphocytes T auxiliaires. À votre gauche, les cellules T, les lymphocytes T auxiliaires, tels que CD4+, vont favoriser la production d'anticorps spécifiques du virus en activant les lymphocytes T dépendants, tandis que d'autres lymphocytes T, tels que CD8+, qui sont cytotoxiques et ils peuvent aussi tuer les cellules infectées par le virus. De plus, dans votre droite, on a les cellules T auxiliaires produisent des cytokines et des chimiokines pro-inflammatoires via la voie de signalisation NF-κB, ce que j'ai cité précédemment, qui, à son tour, recrute des lymphocytes et des leucocytes, tels que des monocytes et des trophiles, sur le site de l'infection avec une sécrétion ultérieure de grandes quantités de chimiokines et cytokines de toutes ces cellules immunitaires pour amplifier la réponse inflammatoire et l'infection virale. La diapo suivante, Adila, s'il vous plaît. Passons maintenant aux tempêtes de cytokines. Qu'est-ce que la tempête des cytokines? Quand on a une libération importante et incontrôlée de cytokines pro-inflammatoires, on l'appelle tempête de cytokines. Des preuves cliniques ont montré que les patients COVID-19 sévères
ont un profil de cytokine élevé qui est une tempête de cytokine, c'est-à-dire un excès de cytokine, comme précédemment observé dans le SARS-CoV-1. Il est possible aussi qu'une tempête de cytokine aggrave les lésions pulmonaires. Bien les poumons soient considérés comme le principal organe cible du SARS-CoV-2, le virus peut aussi affecter de nombreux autres organes, notamment le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins, l'intestin et le cerveau. Ceci est par de différents mécanismes. Par exemple, il est maintenant documenté que les patients COVID-19 peuvent être prédisposés aux artérielle et veineuse en raison d'une inflammation excessive et d'une coagulation intravasculaire diffuse et d'une hypoxie. Dans une étude sur les patients COVID-19, un tiers présentait des cas, c'est-à-dire, donc par conséquent, les agents antiplaquettaires peuvent être envisagés pour traiter le COVID-19. Globalement, pour englober tout ce que je viens de dire, étant donné que l'inflammation joue un rôle important dans la pathologie COVID-19, il semblerait logique qu'il soit important de contrôler la production de cytokines, étant donné qu'elles sont responsables de l'accumulation de cellules et de fluides immunitaires. En tant que les traitements anti-inflammatoires peuvent être promoteurs pour les gestions et des complications du COVID-19. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je passe la parole à ma camarade. Merci, mademoiselle Choulouk Achour, pour votre présentation. Je Bonjour, monsieur. reviendrai après à mademoiselle Merabet Radia. Je pense qu'elle avait introduction et je pense qu'elle revient après. C'est pour ça que je n'ai pas intervenu. Alors, j'aimerais poser une petite question à mademoiselle Choulouk Achour. Vous avez évoqué à l'instant, vers la fin de votre passage, 3 événements. Notamment, vous avez parlé de l'hypoxie, de la coagulation, donc des troubles hémostatiques, thromboemboliques. Vous avez aussi parlé de la tempête cytokinique, donc l'inflammation. Alors, qui précède est-ce que vous pouvez donner l'ordre de ces 3 événements? Autrement dit, est-ce que c'est l'hypoxémie qui est en premier et après coagulation intraveineuse ou artérielle et après tempête cytokinique ou l'inverse? Est-ce que vous connaissez l'ordre de ces 3 événements? Merci. Oui, monsieur, je pense qu'il y aura une inflammation excessive. Après, il y aura une thromboembolie artérielle et veineuse. Et après, il y aura une coagulation intraveineuse diffuse. Et après, une hypotoxie. Hypoxie, voilà. Comment vous définissez l'hypoxie? C'est le bloquement après la coagulation intravasculaire, après la coagulation des veins, il y aura bloquement comme des cailloux. Voilà. Il n'y aura pas le passage des éléments. Quel élément? C'est l'oxygène, hypoxie. C'est un manque d'oxygène, d'accord? Oui. Donc, c'est le manque d'oxygène dû à un blocage ou à une obstruction des veines et des artères qui mènent vers le poumon. Et le poumon devient en hypoxie, donc il n'y a pas l'oxygène dans le poumon et ça fait une détresse respiratoire. Je vous remercie, mademoiselle. Merci à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est Benziada Iman. Bonjour, Benziada Iman, vous avez la parole. Merci. On passe maintenant aux maladies non transmissibles. D'abord, les maladies non transmissibles, également appelées maladies chroniques, ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Elles sont de longue durée et évoluent en général lentement. Les 4 principaux types de maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, maladies respiratoires chroniques et le diabète.
Commençons par le diabète. Contracter le COVID-19 peut grandement affecter la gestion du diabète, particulièrement chez les personnes traitées avec de l'insuline. La majorité La du temps, diapo, s'il vous cela plaît. se... Pardon? La diapo, s'il vous plaît. Connexion. Ça va venir, Euh, monsieur. Problème de la dit connexion. là. D'accord, merci. Allez-y, parlez en attendant que la diapo arrive, il n'y a pas de problème. Vous m'avez entendu? Répétez, s'il vous plaît. D'accord. Pour le diabète, contracter le COVID-19 peut grandement... Mademoiselle, vous avez désactivé votre son. Je m'excuse, monsieur. D'accord. Contracter la COVID-19 peut grandement affecter la gestion du diabète, particulièrement chez les personnes traitées avec de l'insuline. La majorité du temps, cela se traduit par une hyperglycémie. Par rapport aux maladies cardiovasculaires, les patients atteints des maladies cardiovasculaires étaient plus à risque de développer le COVID-19, surtout dans sa forme sévère. Ces patients étaient 5 à 10 fois plus exposés au risque de décès. La manifestation cardiaque de novo était dominée par les lésions myocardiaques aiguës, définies par une évaluation significative des troponines cardiaques. Celles-ci se produisent chez 7 à 17 des patients hospitalisés. La diapo suivante. Donc, les maladies respiratoires chroniques. Les patients atteints de BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, étant plus exposés à une forme grave de la maladie de la COVID-19. Les personnes asthmatiques ne présentaient pas un risque accru de la mortalité, mais sont parmi les patients hospitalisés pour le COVID-19. L'inflammation et la cicatrisation des tissus pulmonaires résultant d'une maladie chronique augmentent la vulnérabilité à plusieurs virus respiratoires. Pour le cancer, il était démontré que les personnes ayant des antécédents de cancer sont surreprésentées non seulement parmi les personnes séropositives au SARS-CoV-2 en général, mais aussi parmi celles qui voient leur maladie évoluer vers une forme grave. Toutefois, il faut évaluer au cas par cas en fonction du type de cancer, de l'état général du patient et du traitement suivi, par exemple la thérapie immunosuppressive. Donc, la malnutrition et mauvaise alimentation. À l'échelle mondiale, la malnutrition sous toutes ses formes, notamment la dénutrition, la carence en micronutriments, le surpoids et l'obésité, une cause majeure de morbidité et de mortalité due à des maladies non transmissibles. L'exemple de malnutrition qui représente un facteur de risque de COVID-19, c'est bien l'obésité. Premièrement, l'obésité est l'une des affections préexistantes les plus répandues chez les patients hospitalisés. Deuxièmement, les hommes obèses étaient plus susceptibles de développer une pneumonie grave que les patients de poids normal. Troisièmement, la gravité de la maladie augmente avec l'indice de masse corporelle. La diapo suivante. Voilà. Le rôle d'une bonne alimentation dans le système
immunitaire. Une bonne alimentation est très importante avant, durant et après une infection. Les infections font des ravages sur le corps, surtout lorsque celles-ci provoquent de la fièvre. Le corps a besoin d'énergie et de nutriments supplémentaires. Par conséquent, le maintien d'une alimentation saine, variée et équilibrée est très importante pendant la pandémie de COVID-19. Bien qu'aucun aliment ou complément alimentaire ne puisse prévenir l'infection au COVID-19. Le maintien d'une alimentation saine est un élément important pour soutenir un système immunitaire fort. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci, mademoiselle, je vous remercie. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Mabed. Donc, on parle sur le potentiel immunomodulateur et anti-inflammatoire pour maintenir un état nutritionnel sain. L'état nutritionnel peut avoir un impact significatif sur la santé globale d'un individu. Un élément à lui seul ne peut causer l'inflammation, mais l'alimentation dans son ensemble peut y contribuer. La consommation d'une grande quantité d'aliments riches en gras saturés et trans, de grains raffinés et du sucre ajouté peut favoriser l'inflammation. Nombre d'entre eux contribuent au grain de pois qui lui-même peut favoriser l'inflammation. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire n'est pas un régime au sens strict de terme. Il s'agit plutôt d'une façon de choisir les aliments et d'en éviter ou d'en limiter la consommation de certains autres afin de minimiser les risques d'inflammation dans l'organisme. Remarque, il convient de noter qu'à ce jour, il n'existe aucune thérapie ou un seul aliment ou remède naturel qui a fait ses preuves pour prévenir les infections au COVID-19, ce qui a été clairement indiqué par l'OMS. Donc, quels sont les nutriments fortement recommandés pour stimuler le système immunitaire? On a les acides gras polyinsaturés comme le oméga 3, il y a des études qui ont révélé que l'augmentation de l'apport en acides gras diminue l'inflammation dans l'organisme. On a aussi les minéraux comme le fer, le zinc, le sélénium, le magnésium. Aussi les vitamines telles que la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C, la riboflavine, la vitamine B6, l'acide folique et la vitamine B12. Aussi, certains acides aminés et les aliments fonctionnels, y compris les composés alimentaires contenant des prébiotiques et des probiotiques, des fibres fermentées et des flavonoïdes. Quels sont les aliments qui affaiblissent le système immunitaire et doivent être limités dans l'alimentation? Il faut éviter de consommer les fast-foods et les viandes transformées car elles contiennent des niveaux élevés d'acides gras saturés, indésirables pour la santé et le fonctionnement du système immunitaire. En outre, ils sont généralement riches en sel. Éviter aussi les aliments qui contiennent une quantité excessive en sucre, les boissons à sucre ajouté, ainsi que les produits tels que les chips, les céréales raffinées, car leur faible valeur nutritive et leur niveau élevé d'acides gras saturés et trans altèrent également le fonctionnement du système immunitaire. Voici l'effet d'un régime anti-inflammatoire sur les personnes infectées par le COVID-19. Il était observé que de nombreux patients se présentent dans les hôpitaux avec une infection au COVID-19, présentent une anorexie sévère, des infections et des signes de malnutrition. Donc, on fait cette graphe qui compare entre deux groupes. Le groupe 1 qui sont les patients avec un riche programme alimentaire stable et le groupe 2 avec un programme alimentaire non stable.
On remarque que les personnes euh, on remarque que les personnes qui ont suivi une alimentation saine, la durée de traitement était courte par rapport aux personnes qui n'ont pas suivi une bonne alimentation saine. Donc, une bonne nutrition joue un rôle important dans le traitement contre le COVID. Mais aussi, on remarque que la durée de traitement ne diffère pas beaucoup entre les deux groupes, car le traitement de COVID dépend par d'autres facteurs, parmi eux l'âge, les maladies chroniques, le poids, qui affectent négativement le traitement parce que les personnes âgées et les personnes qui souffrent d'obésité et des maladies chroniques sont non seulement sensibles aux maladies non transmissibles, mais sont également exposées à un risque accru de malnutrition, d'infection de COVID-19. En fait, l'âge lui-même est un facteur de risque de développement, de développer le COVID-19 et dû à la détérioration fonctionnelle du système immunitaire. Donc, je reviens après. Je passe la parole à Nadia. Ok, merci. On passe maintenant au régime alimentaire du coup. Le premier régime alimentaire, ce sera le régime méditerranéen, qui est le healthy food. Alors, je définis ce que c'est un régime méditerranéen. C'est un régime appelé aussi régime crétois ou diète méditerranéenne. C'est une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays autour de la mer Méditerranéenne. Un régime synonyme de propriétés anti-inflammatoires qui s'avère aussi avoir des effets protecteurs contre les maladies respiratoires et également contre les infections telles que la COVID-19. D'une manière générale, le régime méditerranéen permettrait une plus grande longévité et une plus longue espérance de vie en bonne santé. Les aliments qui constituent un régime méditerranéen sont fruits et légumes, huile d'olive, poissons, grains entiers, noix et produits laitiers fermentés. Tous ces aliments comportent des composés immunomodulateurs, des peptides à propriétés antithrombotiques et antioxydantes et des composés phénoliques bioactifs. Ces molécules, peuvent agir en synergie pour prévenir et protéger contre les manifestations inflammatoires, justement. Et donc, sont très bénéfiques contre l'infection COVID-19 en raison de leur effet sur la santé immunitaire, qui protège contre les maladies respiratoires allergiques. Et donc, on aura un état nutritionnel sain. Du coup, ce qui concerne ce régime méditerranéen, c'est un régime qui donne une nutrition saine. On passe maintenant à un régime qui est toxique, qui s'appelle le régime occidental, le junk food. Le junk food est un régime répandu dans les pays développés, se caractérise par une consommation très élevée d'aliments transformés. Il est donc associé... Diapo, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ok. Je reprends. Non, continue, merci. Alors, il est donc associé à des conditions inflammatoires en raison de l'absence relative des composants nutritifs bénéfiques déjà cités précédemment dans le régime méditerranéen, justement, qui sont présents dans le régime méditerranéen, ce qui expose potentiellement la population à avoir des complications de santé, voire des effets négatifs et néfastes pour les maladies chroniques. En ce qui concerne les aliments du régime occidental, on aura alors des céréales raffinées, de la viande rouge, des produits riches en matières grasses, des sucreries et des fritures. Tout ça va apporter un apport élevé de sucre, de glucides et par conséquent, on aura une hyperglycémie, une hyperlipidémie et parfois de l'asthme chez des enfants. Et donc, il existera une prévalence élevée de diabète de type 2 et de l'obésité aussi, ce qui expose des patients à des complications très graves concernant l'infection au COVID-19. Et on aura du coup un état nutritionnel malsain. Voilà. Merci, mademoiselle
Natesh, en parlant des deux régimes que vous avez cités, vous avez parlé par rapport au régime méditerranéen en disant qu'il est intéressant parce qu'il peut fournir des aliments qui molécules. sont riches en peptides antithrombotiques. Oui. Quel est l'aliment, quelle est la vitamine qu'il faudra éviter pour que l'effet antithrombotique soit révélé? Ah oui, ça c'est la vitamine K. Exactement, super, c'est la vitamine K. Où est-ce qu'elle se retrouve? Elle se retrouve au. Revenez au, Oui, oui, je reviens à la passée. oui, oui, à votre avis, on va la Quels, retrouver où? quels aliments, c'est ça, les végétaux, je pense. C'est ça. Oui, oui, mais quel légume? Quels légumes? J'ai C'est oublié le nom du légume. les légumes à feuilles vertes grandes, tels que Feuilles vertes, voilà. voilà, Oui. tels que les épinards, la laitue, la salade. Et là, il faut éviter la vitamine K. Pourquoi éviter la vitamine K? Pour ne pas avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, Les peptides à propriété antithrombotique. oui, si c'est pas antithrombotique, c'est quoi là? J'ai pas bien compris votre question, La monsieur. vitamine K, elle fait quoi par rapport aux thromboses? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est antithrombotique ou elle est thrombotique? Elle est thrombotique. Comment elle est thrombotique? C'est ça ma question. C'est très bien, vous avez bien répondu, mais j'aimerais affiner la réponse. À quel niveau elle agit? Pourquoi elle est thrombotique? Pourquoi elle est coagulante? Pourquoi? Elle, Parce elle qu'elle est agit au niveau ouais, pour avoir une thrombose, justement, à la à fin. quel niveau elle agit pour avoir une thrombose? C'est ça ma question. Pardon parce que c'est un mécanisme intéressant. Et normalement, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. On l'a déjà fait, oui. À quel niveau? C'est au niveau Parce qu'il y a des facteurs de des coagulation plaquettes, qui sont des vitamine K dépendants. D'accord? cas Leur, dépendants. leur activation dépend justement de la vitamine K. Et là, on parle d'une préactivation. On avait parlé et là, les vitamines, pardon, ces facteurs de coagulation sont tels que le facteur 2, le facteur 10, le facteur 7, le facteur 9. Ceux-là sont dépendants de la vitamine K et du coup, les aliments qui sont riches en vitamine K vont pouvoir activer ces facteurs et du coup, ça va renforcer la coagulation. Or, dans la COVID, la thrombose est déjà alarmante et là, il faudra la stopper en évitant justement l'activation de ces facteurs et du coup, essayer d'aider le système à ne pas déclencher l'activation de ces facteurs avec une carence idéale en vitamine K. Je vous remercie. Merci à vous. À mademoiselle Ziada Iman rapidement. Monsieur Serra Chouchourok. D'accord. Je voudrais revenir à... Est-ce que mademoiselle Benziada Iman revient ou pas? Oui, elle va revenir. D'accord. Ok, allez, continue alors. Merci. Il ne faut pas D'accord, oublier, hein, on finit à 11h20, hein, d'accord? d'accord, monsieur. Merci. Donc, vitement, euh, j'entame les fruits et les légumes. Les apports en fruits et légumes ont été étudiés pour les bénéfices potentiels en association avec les troubles respiratoires et inflammatoires. Conditions en raison de leur profil nutritionnel composé d'antioxydants, de vitamines, de minéraux et de composés phytochimiques qui incluent des composés phénoliques qui peuvent exercer des effets antioxydants, anti-inflammatoires et d'autres effets bénéfiques. Par exemple, le zinc est répandu dans la viande ou les produits laitiers. On note aussi les fruits et les légumes sont également des sources de fibres importantes pour la santé intestinale. Passons à la diapo suivante. Adila, s'il te plaît. Passons maintenant aux poissons et huile de poisson.
les poissons et huiles de poisson ont été associés à divers avantages pour la santé contre nombreuses maladies non transmissibles, y compris les maladies cardiovasculaires et cancers. Et la consommation de poissons à raison de 2 à 4 portions par semaine est associée à la plus grande réduction du risque de tomber malade ou d'être contaminé par un virus. Cependant, malgré ces effets positifs potentiels, il existe des preuves contradictoires concernant la consommation de poissons ou l'huile de poisson pour certains, comment dirais-je, pour certaines infections virales. Voilà. Donc, pour une recherche scientifique, on a pris deux groupes de souris. Dans le premier modèle, monsieur, il y a un décalage, je m'excuse, hein. Je vais expliquer. Dans le premier, les modèles de grippe, les souris à l'huile de poisson ont démontré une résistance altérée à l'infection grippale en raison de leurs propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires qui ont atténué négativement la réponse immunitaire des souris contre l'infection. En effet, donc, dans un autre modèle de souris, la consommation d'huile de poisson a retardé un peu la clairance du virus de la grippe et a altéré la réponse immunitaire dans les poumons des souris en perturbant l'interféron gamma et l'immunoglobine A. Donc, il n'est toujours pas du tout clair si la consommation du poisson ou l'huile de poisson est-ce qu'elle peut être bénéfique contre l'infection du SARS-CoV-2 ou non. Donc, par conséquent, l'augmentation de consommation de poisson elle peut fournir des nutriments et des molécules actives qui peuvent influencer certains des mécanismes pathologiques et des complications de COVID-19, telles que l'inflammation et la thrombose. Donc actuellement, 2 à 4 grammes d'acide gras numéro 3 semble être physiologiquement partie contre l'hypertension, l'inflammation et la thrombose. Cependant, des doses encore plus élevées ont été suggérées. Donc, des études sont nécessaires pour déterminer si la consommation de poisson peut encore soutenir l'avantage, la fonction immunitaire contre le Covid. Donc voilà, j'espère que j'étais claire. S'il n'y a pas de questions, je passe la parole Merci beaucoup. à ma camarade. Merci à vous. Bonjour tout le monde, donc c'est Merabet Lina et je vais Lina, entamer la partie des vitamines. il nous reste 8 minutes, il faut un peu accélérer le rythme. Merci. D'accord. La vitamine A est une vitamine liposoluble dans l'organisme et elle joue un rôle important dans l'immunité, tel que la kératinisation, stratification et différenciation et maturation de l'épithélium, constituant une première ligne de défense contre les agents pathogènes. Elle est impliquée dans la formation de couches de mucus saines telles que celles des voies respiratoires et de l'intestin. Les acides rétinoïques jouent un rôle dans la régulation et la différenciation et de la maturation et de la fonction du système immunitaire inné et des cellules, par exemple le macrophage et les neutrophiles. Elle favorise aussi une réponse immédiate à l'invasion d'agents pathogènes. Et un faible statut en vitamine A présente des altérations histopathologiques de la lignine épithéliale
pulmonaire et du parenchyme pulmonaire. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu des effets que COVID-19 a sur la fonction pulmonaire. La vitamine E. C'est un groupe d'antioxydants liposolubles qui comprend les tocophérols et les tocotriénols. Rôle de la vitamine E. Elle a des effets immunostimulants en piégeant les espèces d'oxygène pour réduire le stress oxydatif. Elle induit des effets anti-inflammatoires. Elle module la transduction du signal et elle combinée avec la vitamine C et la vitamine la combinaison de la vitamine C et de la vitamine E pourrait être une thérapie antioxydante utile pour les complications cardiaques de COVID-19. C'est un nutriment bénéfique contre l'infection par COVID-19. Elle régule et elle est impliquée dans la régulation de la maturation et les fonctions des cellules dendritiques. Elle renforce les réponses humorales et elle prévient les infections telles que la grippe. La vitamine B. Les vitamines B sont impliquées dans de nombreux processus enzymatiques liés à l'énergie. Alors, on a la vitamine B2 qui est utilisée avec des rayonnements ultraviolets pour réduire la charge virale dans des lots de sang destinés à la transfusion et elle a empiété efficacement sur le titre du coronavirus lié au syndrome respiratoire dans le plasma humain en dessous de la limite de détection. Et on a la vitamine B3 qui est administrée pour le traitement des lésions pulmonaires chez la souris, à diminuer l'inflammation et réduit l'infiltration des neutrophiles. Et la vitamine B6, elle est associée à une immunité humorale et à une médiation cellulaire. La vitamine B9, l'administration d'une forte dose d'acide folique influe sur l'expression altérée de l'ARNM dans les cytokines et la vitamine B12 peut agir comme immunomodulateur. Et je passe la parole à ma camarade. Dites-moi s'il vous plaît, il reste combien de diapositives? Cinq ou six, monsieur. Vous avez débordé sur le temps, hein, il est 11h20. Allez-y. La diapo, elle est là. Bon, le sélénium, c'est un antioxydant qui est essentiel pour booster l'immunité. Il agit en protégeant les globules blancs de l'oxydation et en augmentant leur mobilité et leur efficacité. Le cuivre, ce minéral possède une action à la fois antibactérienne et antivirale par l'intermédiaire de son rôle d'activateur de systèmes enzymatiques. Il est par ailleurs essentiel de fonctionnement des macrophages et les cellules qui phagocytent les micro-organismes pathogènes. Les fibres sont des prébiotiques et des ingrédients alimentaires non digestibles. Ils permettent de nourrir les bonnes bactéries intestinales, aussi appelées probiotiques. Avoir une alimentation riche en prébiotiques et probiotiques est donc essentiel pour renforcer le système immunitaire.
Voilà. Oui, merci. Alors, je reprends. Ce tableau récapitule les sources alimentaires importantes qui ont un impact sur la réponse immunitaire. Je vais vous parler des nutriments qu'on n'avait pas entamés précédemment, tels que la vitamine D, qu'on pourra trouver avec un apport important dans le saumon, les œufs et d'autres aliments. Tu passes à Adila. Parce que la vitamine C au niveau des agrumes et essentiellement dans le brocoli, le zinc au niveau des grains de citrouille et de courge et les mollusques. Le fer aussi, qui est important, on le trouve dans plusieurs fruits et légumes et d'autres sources animales. Tu passes. On a aussi le cuivre qu'on trouvera au niveau du bœuf, et le quinoa et la patate douce. Et enfin, l'alpha et la bêta-carotène qui représentent les caroténoïdes qui sont présents dans la tomate et le cantaloupe. Voilà. Donc, je reprends. Les conseils d'éthique généraux pendant la pandémie de COVID-19. Donc, il faut boire suffisamment de liquide, est une étape efficace pour prévenir les maladies. Les liquides aident à diluer la sécrétion et l'extraction des toxines et à fournir les nutriments essentiels aux cellules et jouent un rôle fondamental dans l'élimination des toxines et des déchets de corps. On a aussi il faut diversifier votre alimentation. Les aliments variés provoquent de tous les groupes alimentaires afin d'assurer un apport suffisant de nutriments importants. Consommation des aliments de sources de protéines. Les protéines sont les principaux éléments constitutifs des cellules et des sécrétions internes. Il convient toutefois de noter que les aliments d'origine animale, en particulier les viandes rouges, contiennent de l'acide arachidonique qui peut provoquer une inflammation, surtout chez les obèses qui souffrent déjà d'inflammation. Par conséquent, afin de stimuler le système immunitaire dans ces conditions, il est recommandé de consommer davantage de protéines d'origine végétale. Il faut aussi dormir suffisamment et avoir un sommeil de qualité. Un manque de sommeil de qualité peut avoir un impact négatif sur notre santé, tant physique que mentale, et réduire la capacité de notre système immunitaire de combattre les infections. Le stress provoqué par la pandémie de COVID-19 peut avoir un effet négatif sur notre sommeil. Il faut aussi choisir des sources fiables pour s'informer parce qu'il existe beaucoup de désinformations concernant le COVID-19 en ligne et sur les médias sociaux. Il est important de chercher des informations auprès des sources fiables et dignes de confiance, tels que les sites internet gouvernementaux et ceux des organisations nationales ou internationales ciblées. Nous devrons essayer d'éviter au maximum le suivi de l'actualité qui nous rend annexeux et nuit à notre santé mentale. Rester actif chez soi, l'activité physique est bénéfique tant encore qu'au l'esprit. Les adultes en bonne santé devraient aspirer à au moins 30 minutes par jour d'activité physique, tandis que les enfants en bonne santé devraient le faire pendant au moins 1 heure de 5 ans à 17 ans. Conclusion, la pandémie de COVID-19 est une menace importante pour la vie humaine dans le monde entier. Comme il n'existe pas encore de remède ou de traitement efficace connu pour le COVID-19, toutes les thérapies potentielles et les interventions d'atténuation et les stratégies de prévention qui peuvent en réduire l'incidence ou la gravité de l'infection sont d'une importance vitale. L'inflammation associée à des
persistante a été mise en évidence comme un facteur de risque important pour les patients COVID-19. En conséquence, certaines des thérapies anti-inflammatoires actuellement à l'étude ont été discutées. De même, le rôle potentiel de l'état nutritionnel d'une personne et des nutriments et aliments susceptibles d'exercer des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs a été exploré. Et un examen de sujets abordés dans ce manuscrit sont nécessaires au fur et à mesure que la recherche se développe pendant une pandémie pour distinguer les stratégies efficaces et efficaces mises en œuvre dans le monde entier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons un petit problème de timing. Là, je devrais commencer mon TD avec l'autre groupe à 11h15. S'il vous plaît, il faut aussi prendre en considération les 2 personnes qui étaient passées avant nous. On n'a pas eu assez de temps pour ça. Je vous remercie, d'accord. Et là, bon, je vous remercie pour l'ensemble des informations que vous avez données. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Et sans trop tarder, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci à vous, monsieur.